Je suis au parc avec ma mère. Je joue dans l'herbe avec un camion de pompiers. Et mon père nous filme. Un de ces moments de calme avant la tempête. Avec ma mère, je parle en français et en polonais. Elle a quitté la Pologne pour s'installer en France avec mon père. Et quand je suis née, elle m'a transmis cette langue. C'est un peu notre jardin secret. On peut tout se dire sans que mon père ne comprenne. Et ça le rend fou. Je revois très bien son petit air agacé qui hoche la tête de gauche à droite. Ça veut dire quoi en français ? Sa voix mielleuse. J'entends déjà le tonnerre au loin. Raconte à moi, à la maman et à moi. Je sais que ça peut nous tomber dessus à tout moment. Alors, je finis par céder. Je me force à lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Il y a une petite armoire comme ça. Cette fois, 1 mètre de chaud. l'orage nous a épargnés. C'est une petite cuisinière. Oui, le cuisinier. Dedans, là. Il y a une expression en polonais pour ça. Ils ont un peu faim. Burza przeszła bokiem. Littéralement, l'orage est passé par le côté. Avec ma mère, on se disait tout. Elle me comprenait à 100%. Mais il y a un sujet qu'on n'abordait pas. La séparation. En fait, c'était tellement irréel qu'on n'osait même pas l'évoquer. Même pas en rêve. C'était la première fois, je pense, que je voyais dans les yeux de ma mère et dans ce qu'elle disait que c'est bon, on allait partir en fait. Et pour moi, c'était, j'allais dire le mot soulagement, mais c'était en fait sortir de prison. Vu la violence de mon père et sa capacité à vriller, on va dire, très facilement, c'était inconcevable en fait de faire autrement en ayant une discussion pas posée mais en disons normale avec lui, où ma mère lui aurait dit bah voilà c'est terminé et tout. Non, on a dû partir, ma mère, mon frère et moi, en cachette sans qu'il soit au courant. Et je me rappelle de ce premier jour où on est parti, que j'oublierai jamais, où je suis sortie en ville et j'ai regardé le ciel et j'ai respiré et je me disais waouh, je respire l'air de la liberté. J'ai été obligée d'être en prison pendant toutes ces années et maintenant c'est terminé et j'ai le droit de vivre en fait. Mais c'était un bon père. Une série documentaire de Thomas Belalfaoui. Épisode 4. Je te crois. Salut. Le chocolat là il me tente. Vas-y, moi je lance le... Allez. Je craque. Ah non mais au noisette il est incroyable. Moi, mes parents sont encore ensemble et j'ai compris qu'il y avait violence conjugale autour de mes 35 ans quand ma mère m'a appelée au secours parce qu'il avait été violent et parce qu'il est parti de la maison. Et c'était dur à plein d'endroits. Déjà parce que je me sentais prise en otage par ma mère qui avait déclaré que j'étais sa confidente et que j'avais rien le droit de dire à mon frère et à ma sœur. Ce que j'ai trahi pour le bien-être de tous, à commencer par le mien. Et puis tous les jours, je l'avais au téléphone et elle a très vite parlé de sa nouvelle vie, quoi. Donc elle allait s'acheter un appartement, faire ci, faire ça. Et je trouvais qu'elle allait mieux à plein d'endroits. Elle faisait hyper attention à elle. Elle a trouvé des amis. Elle s'est confiée à sa généraliste. Et du coup, là, je m'attendais à un week-end seul avec ma mère, ce qui n'était jamais arrivé de ma vie. J'avais un peu d'appréhension, mais plutôt contente. Et en fait, il est revenu la veille. J'ai pas annulé mon billet, je suis descendue quand même. Et j'étais la seule des trois à être présente, enfin.
J'y suis allée par étapes. Je suis d'abord allée chez des amis pour reprendre mon souffle parce que j'avais la trouille, en fait. Et que j'étais très, 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 très fâchée contre mon père de ce qu'il avait fait et que j'avais vraiment, vraiment pas envie de le voir. Et le matin, la mère m'appelle, me dit « Bon, ton père est en route, il vient te chercher. » Là, je commence à me décomposer. Il est pas au courant que t'es au courant, donc surtout, tu ne le mets pas en colère, quoi. Et j'étais waouh, ok. J'avais vraiment pas quoi faire, j'avais pas envie de lui faire la bise, j'avais pas envie qu'il me touche, j'avais pas envie de cette demi-heure de voiture, tous les deux là, à rien savoir se dire. Et du coup, cette demi-heure de voiture a été un enfer, une espèce de jeu de dupe où il savait que je savais et moi je savais pas qu'il savait que je savais. J'ai pas jugé ma mère. J'essaye de pas le faire. Malheureusement, parce que je connais bien les violences conjugales, le cycle et comment on accompagne les victimes, j'ai pas d'espoir qu'ils se séparent un jour. Enfin, c'est même pas un espoir ou un pas espoir, c'est un fait, quoi. Et maintenant, je pense que j'essaye plus de me protéger moi. Merci. Les moments où je commençais à voir le visage violent de mon père, c'était les moments où il nous transportait de chez ma mère à chez lui. Il peut ne pas se passer grand chose de spécial. C'était pas la baston à chaque fois, même si ça arrivait que ça le soit. Où ma mère, tantôt, venait accompagnée de son frère, où il y avait vraiment un concours de muscles, lequel allait faire le plus peur à l'autre. Et nous, on était au milieu de ce truc. C'est pour ça que je parle vachement là en termes de bagages, transferts, données et tout, parce qu'on se sentait vraiment comme ça au milieu des deux trucs, des deux parents, pardon, à devoir regarder les balles de gauche à droite, quoi. Rien que là, il n'y a pas longtemps, j'avais un date. Le mec me dit moi, ma mère a invité mon père à Noël parce qu'il était tout seul alors qu'ils sont divorcés depuis 20 ans. Et j'étais en mode ouah, le kiff. Enfin, le kiff, pas avec les miens, mais tu sens qu'en fait, j'ai pas encore intégré qu'on pouvait se séparer parce qu'on s'aime plus sans qu'il y ait forcément de violence et de douleur. C'est exactement ça que je craignais. La garde alternée. La juge qui renvoie ma mère et mon père dos à dos. Les torts sont partagés. Et puis, l'enfant a besoin de son père pour se construire. C'est complètement fou quand on y pense. Me forcer à recevoir ces câlins alors que je viens de le voir tabasser ma mère. Non, je n'avais pas besoin de voir mon père violent. J'aurais largement préféré vivre seulement avec ma mère. Suite à notre demande avec ma sœur de lever la garde alternée pour pouvoir avoir le choix d'aller chez notre père ou non, je me préparais vraiment à ce qu'on mette le dossier de côté en mode elles n'ont pas l'habitude d'être face à de l'autorité et elles vont bien s'y faire, quoi. Et donc ça a été très très fort pour moi dans le sens positif du terme de voir que la garde a été levée sans débat, que après une écoute face à des juges, que j'ai pas eu à me justifier 1000 fois, j'ai juste eu à raconter ça une fois par écrit, une fois par oral, et que ça ait suffi. J'ai eu beaucoup de chance, je pense, parce que il y avait pas de violence physique. Je crois que c'est très rare que ce soit traité en l'absence de ça. Pour le coup, ça a été une reconnaissance qui est tellement nécessaire pour légitimer toutes les émotions que ça crée, quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais bien. En réalité, je me suis juste construit une armure. Et elle se fissure de partout. Comment est-ce que je peux reprendre mon souffle et me débarrasser de cette armure pour de bon? À qui je peux dire mes pensées coupables? Qui peut comprendre que je déteste mon père? Est-ce qu'on peut répéter la question? C'est possible ou pas? Du coup, pourquoi on est venu là? Alors, comment tu te sentais à ce moment-là? Ok. Est-ce que tu cherchais aussi un groupe? Ok.
Moi, comment je me sentais, j'avais envie de faire un travail sur moi. Et ce qui m'a amenée au groupe, c'est que je voulais pas transmettre... Je vivais comme un poids à ce moment-là, l'impact que ça avait sur mon quotidien. Je voulais pas transmettre ça à mon enfant et c'est ça qui m'a poussée à passer le cap. C'est intéressant parce que ça vous remet dans l'émotion de l'époque en réalité. Donc, Ouais, c'était difficile quoi, de passer le cap. C'est vrai que c'est compliqué, on se sent pas à notre place. En fait, avant de passer le cap, on se sent pas à notre place et quand on arrive, on sait qu'on est à la bonne place quoi. Ouais, je pense qu'il faut passer le cap pour savoir qu'on est à la bonne place. C'est pas forcément dans le plus confortable qu'on est au bon endroit quoi. Surtout avec des parcours comme ça quoi, je trouve que quand on est dans le confort en fait en général, c'est que on est dans un schéma similaire donc. Voilà. J'étais vraiment à bout de souffle. Je cumulais la prise de conscience qu'il y avait bien violence conjugale entre mes parents, mon père qui avait été à nouveau violent contre moi, un énorme chagrin d'amour, et je comprenais que c'était parce que j'étais incapable de relationner sainement, que je savais pas aimer, comme je le disais à ce moment-là, et une agression. Et heureusement, le lendemain, où vraiment je n'y voyais plus clair du tout et je commençais à broyer sérieusement du noir, je vois une amie qui est psy et qui était en train de faire le DU sur les violences conjugales de l'université de Vincennes, et je lui demande de l'aide. Parce que même si j'avais ce que j'appelle ma psy du quotidien, je voyais que j'avançais pas. Et je lui ai dit que j'aimerais bien intégrer un groupe de parole sur les violences conjugales, mais que là, j'ai même pas la force de faire la recherche. Tout de suite, elle m'a envoyé tout ce qu'il faut. Il y avait 2 assos, dont Elles Imaginent. Je me présenterai à l'autre asso parce que c'était plus proche de chez moi. Je mets du temps, évidemment, j'ai la trouille et tout, mais bon, je débarque sur les horaires annoncés. Et je suis accueillie par la dame là-bas qui me demande ce qui m'amène, qui prend un rendez-vous avec une psy. Et le processus, il était dur. En même temps, je savais que c'est ça que je voulais, mais j'avais tellement l'impression d'avoir un syndrome de l'imposture. Et du coup, je rencontre cette psy qui me demande le temps de réfléchir, qui contacte Elles Imaginent. Et quand je reviens la voir, elle me dit je pense qu'il faudrait prendre le mal à la racine. Et que peut-être il faudrait commencer par un groupe pour enfants co-victimes. Je savais pas ce que c'était, mais j'avais tout compris et je savais qu'elle avait raison. Et finalement, je savais que les violences conjugales subies et tout, ça venait de là. Et donc, je suis arrivée à Elles Imaginent, épuisée et en même temps avec plein d'attentes. Et je me souviens qu'à la fin de la première séance, il y a une camarade qui m'a dit « T'es au bon endroit » et moi, au bout de 2 ans, il y a 70% de ma peine qui est partie. Et ça m'a vachement émue. Ouais. C'est bon, quoi. on entend toute la mise au travail, le processus, ce qui se joue, les allers-retours. Je trouve ça génial, ce principe de groupe de parole. En fait, c'est un peu comme de l'aïkido. On utilise la force de l'adversaire contre lui. Cette hyper-empathie que j'ai développée à cause des violences, ce truc de toujours me mettre au second plan, d'écouter les émotions des autres, eh bien là, ça devient une force. Quand j'entends mon histoire dans la bouche de quelqu'un d'autre, je suis plus indulgent, plus lucide aussi. Et ça me force à réfléchir sur ce que je ressens. Et c'est comme ça que j'arrive à dire des choses que je n'avais même pas réussi à me dire à moi-même. La dernière question va être encore plus difficile. Je me dis que ça pourrait être intéressant de finir cette séance et de boucler cette session podcast par un message que vous auriez à dire à l'enfant
que vous étiez plus petit, plus petite? Mais c'est possible que ce soit pas forcément facile. Alors, moi, il y a une phrase qui me vient, notamment de l'asso Nous Toutes, qui est « Je te crois ». Je pense qu'elle est fondamentale et que ça doit être une des premières phrases peut-être à dire à un enfant qui vient se confier, parce que déjà, c'est un pas énorme, parce qu'on va peut-être avoir du mal à mettre des mots sur ce qui se passe, oser franchir la honte, le tabou, etc. C'est marrant parce que c'est une des premières questions que m'a posée la psy que je suis allée voir la première fois. Et j'avais beaucoup de mal à y répondre. Enfin, pas parce que c'était particulièrement émouvant, mais juste parce que je ressentais rien, justement. Je n'arrivais pas du tout à me connecter à ce moi enfant. Bon, ça fait quelques temps, du coup, aujourd'hui, j'y arrive un petit peu. Alors, je vais essayer de répondre quand même. Et du coup, le message que j'aurais envie de dire, c'est que aujourd'hui, j'ai 33 ans et même si tout n'est pas parfait, je pense que je vais beaucoup mieux. Et notamment, contrairement à pas mal de personnes, j'ai pas du tout envie de retourner dans le passé. Moi, je pense que là, aujourd'hui, c'est le moment où je suis le plus heureux par rapport à tout mon passé. Et donc, ce moment, il existe. Et c'est l'existence de ce moment-là que j'aimerais dire à mon moi enfant. Merci Thomas. Moi, cette question, elle est hyper difficile pour moi. Je sais pas trop quoi dire. On te croit, ça me parle. Après, vraiment, j'ai un vide face à la question, quoi. Je sais pas trop quoi. Franchement, je sais pas quoi dire, quoi. Je sais pas. S'il y avait le droit qu'à une seule phrase, je me dirais vraiment ce n'est pas normal, c'est pas normal et écoute-toi. Une insistance aussi sur se fier à ce qu'on ressent et c'est pas normal si tu ressens de la peur tous les jours, c'est pas normal que tu sois en apnée tous les jours pour que quand j'imagine cette période d'enfance, c'était dur, mais j'avais pas du tout conscience que c'était pas normal. Donc je pense que ça aurait été un énorme soutien pour ensuite que tout le reste puisse être accéléré. Merci beaucoup Adèle. Quelqu'un d'autre pour partager? Vas-y. Non, vas-y Thomas. Vas-y. En fait, ça m'est arrivé dans une séance d'hypnose il y a quelques années, de rencontrer cette petite fille que j'ai été. Ce que, comme Thomas, je me refusais complètement à faire, à connecter. C'était un non-sujet. J'essayais juste de survivre et de fuir en avant. Et j'avais jamais fait d'hypnose, j'y croyais pas trop. Bon. Et puis là, je me retrouve face à elle. Et en fait, je l'ai prise dans mes bras et je l'ai consolée. Et déjà, ça, c'était un grand pas. Et je me retrouve beaucoup dans ce que tu as dit, Luna. Je te crois. C'est hyper important comme phrase. Et j'ai 2 anecdotes avec ça. Pour fêter mon 2e divorce, mes amies m'ont offert un collage sous ma fenêtre et elles ont écrit « On te croit ». Et c'était hyper fort. Et pendant des mois, je buvais mon café en le regardant et en me disant « C'est bon, pour une fois, on m'a cru, quoi ». J'imagine le personnage de Marjane Satrapi dans Persepolis quand elle est fâchée et qu'elle écoute The Eye of the Tiger. Et j'ai envie d'être à nouveau petite fille face à mon père, mais en fait, je le suis encore, malheureusement. Et lui dire « Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit ». Mais bon, faut pas se mettre en danger non plus, quoi. Merci Marine. Pour rajouter une chose, par rapport peut-être à vraiment si je m'adressais à l'enfant que j'étais, alors je trouve ça aussi compliqué comme exercice, mais ce serait peut-être de lui dire tu vas bientôt être libéré, en fait. Dans le sens, tu vas bientôt être libéré de ton père qui t'empoisonne la vie. Et en fait, de savoir qu'il y aura cette deadline bientôt
Je pense que ça pourrait être apaisant dans la tête de la petite fille. Voilà, j'aimerais lui apporter la preuve que c'est bon, ça va couper direct et ta vie, elle va complètement changer et tu vas enfin être libre de tes mouvements, de faire ce que t'aimes, de voir les gens que tu aimes, etc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? 1 adulte sur 10 a grandi dans une famille où il y avait des violences. Le groupe de parole, c'est un super outil pour réparer, une fois que le mal est fait. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire moins de mal aux enfants co-victimes ? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on nous écoute plus tôt et pour qu'on respecte notre parole ? Eh ben, j'ai l'impression que pour ça, il faut se confronter à la question qui fâche. D'où est-ce qu'elle nous vient, cette idée qu'un enfant a absolument besoin de son père pour se construire, coûte que coûte ? Merci à Sonia Pinault et Alexia Bellu de l'association Elles Imaginent. Merci à Adèle, Luna, Marine et Maya. Et merci à vous pour votre écoute. Mais c'était un bon père, une série documentaire de Thomas Bellalfaoui. Prochain et dernier épisode, l'autre.